Alors j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Henri Theroux, un traducteur émérite qui a édité de nombreux livres, participé à de nombreux salons du livre. Et Henri, il n'est pas avec nous, il est assez loin là, il est à Raiatea et il va nous amener dans son monde de la traduction. Vous êtes traducteur de l'anglais au français. Vous êtes un ancien professeur d'anglais, un travail dans lequel vous avez été très apprécié, en particulier de vos anciens élèves qui en parlent encore. Vous allez nous parler aujourd'hui de plusieurs traductions qui sont des traductions littéraires. Est-ce que vous savez en gros combien de livres vous avez traduits et participé à l'édition de combien de livres en gros, approximativement? J'ai commencé dans les années 90 par 10 livres de chez Hachette Jeunesse, qui étaient plutôt des romans pour adolescents, qui faisaient 100 à 150 pages. Et ensuite, depuis ce temps-là, j'ai dû traduire une vingtaine, entre 20 et 25 livres. Des traductions littéraires, mais aussi des textes de Danielson qui étaient plutôt scientifiques, des textes, enfin, un petit peu tout, et de la poésie aussi. J'ai traduit l'œuvre complète d'un poète anglais qui s'appelle Rupert Brooke et que j'ai édité, je fais une édition privée, quoi. Mais la raison pour laquelle, je pense, on fait cette émission, c'est pour annoncer les choses qui seront au Salon du Livre cette année. Ouais. Et les deux livres que je présente avec les éditions Oura, c'est d'une part Les Aventures de Tupaya, qui est une espèce, c'est pas vraiment une bande dessinée en fait, c'est plutôt un conte illustré avec quelques pages qui contiennent des vignettes de bande dessinée. Et puis une espèce de biographie un petit peu romancée, le récit d'un cyclone sur l'atoll de Suvarov par un écrivain américain qui s'appelle Robert Dean Frisbee. Par quoi on commence? Par Tupaya? Par Tupaya, mais nous allons peut-être commencer par Tupaya, par la partie Tupaya de Druet. Vous avez commencé par traduire le livre de Johann Druet, non? Voilà, la raison pour laquelle je viens de traduire donc la bande dessinée intitulée Les Aventures de Tupaya, dont l'auteur est une poétesse, auteur de nouvelles, de scénarios, etc., qui s'appelle Courtney Sina Meredith. Et comme son nom Sina l'indique, elle est samoane. Sina, c'est le Hina tahitien, en fait. Elle est, je pense, métisse, donc polynésienne. Elle vit en Nouvelle-Zélande et elle fait pas mal d'activisme politique, entre autres. Et l'illustrateur, qui est aussi important qu'elle dans la conception du bouquin, c'est un type qui s'appelle Matt Tait, qui est, je sais pas d'où vient ce nom-là. Il a pas l'air maori. J'ai cherché, il y a pas de renseignements sur lui sur Internet. Mais il a beaucoup travaillé. Il a d'abord travaillé aux États-Unis et puis en Europe, ou peut-être fait des études là-bas. Et il est revenu. Il s'intéresse beaucoup au monde maori et à toutes les légendes, tout le folklore au sens large des Maoris. Et il a déjà publié plusieurs bandes dessinées qui se passent en milieu maori néo-zélandais, quoi. Voilà. Donc, si j'ai fait ce bouquin-là, c'est que j'étais plus ou moins qualifié pour le faire, dans la mesure où, il y a 2 ou 3 ans, j'ai traduit Tupaya, le navigateur polynésien du capitaine Cook, un livre d'une historienne néo-zélandaise qui s'appelle John Druet, dont le mari est lui-même un spécialiste de la marine à voile d'autrefois, du XVIIIe siècle en particulier. Et j'ai traduit ce premier Tupaya, qui est un bouquin fort scientifique, si on peut dire, en tout cas un vrai livre d'historien. Historien, oui. Et
pour m'aider à le traduire, parce que moi je suis pas marin du tout et j'ai aucune notion de ce qu'était la marine à voile au XVIIIe siècle. J'ai eu la chance à l'époque d'être aidé par un ami de Reatea, un Français qui a travaillé à Tahiti, qui parlait d'ailleurs tahitien couramment, qui parlait anglais couramment, qui a été capitaine au long cours entre Sydney et Port Moresby, qui a été pilote dans le port de Nouméa. Bref, un type qui était extrêmement qualifié pour m'aider à résoudre tous les problèmes de vocabulaire technique qu'il y avait dans ce premier Tupaya. Et donc, nous avons ensemble signé ce livre qui est historiquement, à mon avis, une des choses les plus intéressantes sur ce personnage de Tupaya qui est un Tahitien, comme vous le savez, que le capitaine Cook a emmené avec lui lors de son premier voyage. Ce qui est triste, évidemment, c'est que ce Tahitien qui l'emmenait avec lui pour lui faire découvrir l'Angleterre est en fait mort en chemin. Il est mort à Batavia qui s'appelle aujourd'hui Jakarta. Batavia était à l'époque une ville assez insalubre où il y avait des marais, beaucoup de moustiques, des fièvres. Et puis Tupaya était très affaibli par le scorbut qu'il avait attrapé à cause de la nourriture à bord de ces navires de la marine anglaise. Il n'y avait pas grand-chose de frais, quoi. Hein. Et bref, comme il n'aimait pas trop la cuisine anglaise, il a attrapé le scorbut et il est mort. Au grand dam du capitaine Cook qui avait tenté d'enrayer ces épidémies de scorbut à bord des navires, mais en faisant boire et manger à ces marins des choses pas toujours bien appétissantes, quoi. Et Tupaya refusait de prendre ses médicaments, ses rau, tretane, parce qu'il n'aimait pas ça, quoi. Est-ce que ce livre n'est pas un regard très différent de tout ce qui est présenté en histoire sur les grandes découvertes ou quand même l'essentiel de l'histoire et du contact et laissé aux mains des Européens? Est-ce qu'on n'a pas, par ce livre, un regard inversé où on voit l'importance qu'a eu Tupaya dans les contacts, par exemple, avec les Maoris, et ce qu'il aurait peut-être pu amener de plus sur ce voyage et qu'on ne lui a pas forcément laissé faire? Non, le regard inversé n'est pas possible. Hein. On n'a pas de témoignage direct. En revanche, on a des témoignages à propos du personnage de Tupaya de la part de pratiquement tous les officiers qui étaient à bord de l'Endeavour. Parce que tous les officiers à l'époque étaient obligés d'écrire journellement leur journal de bord. Okay? Donc, en plus, quand ils n'avaient pas le temps de le faire, ils pompaient sur le journal du copain. Ce qui fait qu'à l'arrivée à Londres, au retour de ce genre de voyage, tous les officiers du bord remettaient leurs journaux au capitaine, qui en faisait une synthèse en quelque sorte. Okay? Et dans tous ces journaux, on a pas mal de choses quand même qui concernent Tupaya. Et ce qui ressort de cette histoire, c'est ce que John Druett a essayé d'en tirer dans son livre, c'est que il paraît bien clair aujourd'hui que si Tupaya n'avait pas été à bord de l'Endeavour pendant le tour de la Nouvelle-Zélande, les Anglais auraient vraisemblablement été massacrés dès la première rencontre. Mais Tupaya s'est avancé au premier rang de ce groupe de soldats. C'était des soldats anglais. Il y avait des soldats de marine à bord des bateaux, ces bateaux d'explorateurs. Et il s'est adressé aux Maoris directement en tahitien, possiblement dans une langue un peu ancienne, comme une langue rituelle peut-être la langue des prêtres, parce qu'il était lui-même initié et prêtre. Et il est possible que cette langue-là ait été plus proche de la langue maori que le tahitien qu'il parlait quotidiennement. Enfin, tout ça, ce sont un peu des hypothèses. Mais le fait est là. Il a établi le contact avec les Maoris. Sur la base de l'interprétariat de Tupaya, tout le tour de la Nouvelle-Zélande s'est passé, disons, le mieux possible. Il y a eu des escarmouches, il y a eu des petits ennuis.
Mais dans l'ensemble, ça s'est quand même très très bien passé. Et mieux que ça, Tupaya a laissé des traces sur place. Il était accueilli dans les villages et les Maoris, on a cru que c'était lui le chef de l'expédition. Quand on parlait de Tupaya, on disait ah oui, c'est celui qui, c'est le capitaine de ce bateau britannique qui est venu. Et on lui a offert des épouses là-bas et il les a honorées avant de partir et il a une descendance. Il y a une descendance Tupaya en Nouvelle-Zélande qui d'ailleurs s'écrit Tupaea en maori. Et j'ai une collègue enseignante au collège de Wharoa pardon, qui a emmené ses élèves faire un voyage sur les traces de Tupaya dans plusieurs des villes ou des endroits où il a fait escale. Et la mémoire de Tupaya est fidèlement entretenue par les Maoris eux-mêmes là-bas. La bande dessinée, est-ce que vous aviez fait d'autres bandes dessinées avant ces aventures de Tupaya, puisqu'il y a 2 livres qui parlent de Tupaya, dont une bande dessinée? Oui, non, la bande dessinée, d'ailleurs, je pense que Sina Meredith le dit, elle a lu le Tupaya de John Pruitt pour écrire ce livre. Elle est poétesse, elle a essayé de faire quelque chose, les premières pages du livre sont assez poétiques, ce sont des strophes un peu rythmées, sinon rimées. J'ai essayé un peu de rendre compte de ça, mais au fur et à mesure, ça devient plutôt de la narration. Il y a des ruptures de temps qui sont assez intéressantes, c'est assez varié comme livre. Il y a peut-être une demi-douzaine de pages, peut-être même pas, qui sont de la vraie bande dessinée avec des vignettes, avec des dialogues, et puis évidemment, il y a des tas d'allusions à la fameuse carte de Tupaya, puisque le capitaine Cook lui avait demandé, enfin, à un moment, il s'est établi un dialogue entre eux, et en fait, c'est Tupaya qui a essayé d'utiliser les conceptions européennes de cartographie pour expliquer où se trouvaient les autres îles qu'il connaissait sur place. C'était un navigateur, il avait beaucoup voyagé. Mais le concept de carte lui était totalement étranger. Toutes les cartes de Tupaya, elles étaient dans sa tête. C'était des champs, vraisemblablement. C'était des champs ayant trait aux étoiles, au vent, au courant, à la longueur des voyages, au nombre de jours qu'il fallait pour aller à tel endroit ou tel endroit. Mais traduire tout ça à plat sur une carte européenne, ça relève d'une virtuosité, en fait, dont les Anglais ont été eux-mêmes bien incapables dans le sens inverse. Ouais. Les Anglais ont été... Bon, évidemment, il y avait le barrage de la langue, mais là aussi, c'est Tupaya qui a appris l'anglais. C'est pas les Anglais qui ont appris le tahitien. Donc, ce personnage est très intéressant parce qu'il a essayé de... Et dans la BD, il y a toute cette partie aussi de dessin qui retrace et une autre façon de voir le ciel et aussi d'écritures qui sont un petit peu liées, me semble-t-il, à des déclamations presque mythiques, à des histoires un petit peu aussi. Il y a une partie qui me semble faire appel à cette façon de voir le voyage des Polynésiens plus que... Oui, alors, ça, je pense que ça n'a pas de grand fondement archéologique, si je puis dire. Hein. Je pense que là, c'est Sina Meredith qui laisse libre cours à son lyrisme. Bon, elle est samoane d'origine. Je pense que sa mère est une métisse Samoa Cook. Son père est irlandais. Et donc, elle a l'air bien imprégnée du folklore, enfin de la culture samoane, et qui est une chose vraisemblablement assez parente de la culture tahitienne, quoi. Je voudrais qu'on dise quelques mots aussi sur un livre plus ancien, qui a 20 ans, mais qui est reparu récemment au Vent des Îles. C'est un livre qui s'appelle L'arbre à pain. Je ne sais pas si vous... Ah, l'arbre à pain. Oui, juste quelques mots. J'avais promis qu'on en parlerait. Juste quelques mots. L'arbre à pain, c'est un grand souvenir. C'est pratiquement le premier livre que j'ai traduit qui a été édité ici.
Parce que j'ai rencontré ce livre complètement par hasard. C'est le copain d'un collègue prof d'anglais au lycée de Uturoa qui avait entendu parler de cette Tahitienne qui écrivait en anglais dans un journal écossais. Alors, je me suis fait envoyer les références. J'ai cherché, c'était au début d'Internet. J'ai cherché Célestine Vaïté sur Internet. Je l'ai trouvée. J'ai téléchargé une nouvelle qui était là. Je l'ai traduite et je lui ai envoyée. Et je lui ai dit, si tu es d'accord, moi, je veux bien traduire ton livre. Et ça s'est fait comme ça. Et plus, une fois le manuscrit terminé, je suis allé en Australie à mes frais et j'ai travaillé avec Célestine pendant une dizaine de jours pour mettre au point le manuscrit du premier livre qui s'intitule L'Arbre à pain. Il y a 2 autres tomes en fait après. Après quoi, c'était une trilogie. Le second s'appelle Frangipanier et le troisième Tiare. Et c'est intéressant, c'est l'histoire d'une généalogie de femmes en fait. Oui. Parce que l'héroïne du premier parle beaucoup de sa mère, laquelle parle même de sa mère à elle. Donc, il y a l'arrière-grand-mère, la grand-mère, il y a l'héroïne qui s'appelle Materena. Dans le second livre, il y a Leilani qui est la fille de Materena. Et dans le troisième livre, il y a Tiare qui est la fille du frère de Leilani. Donc, la petite fille de Materena. Et sur l'ensemble de cette généalogie de femmes, il y a ce qu'on pourrait dire la progression d'une libération. Autant l'arrière-grand-mère et la grand-mère sont encore prisonnières de traditions un peu paralysantes, autant Materena elle-même, elle est plutôt prisonnière de la situation socio-économique, elle fait des ménages, elle s'intitule femme de ménage professionnelle, mais sa fille fera des études de médecine. Et la petite fille qu'on ne verra pas grandir, elle permettra la réunion de toute la famille par le biais du retour du père des enfants, qui était un papa, qui était rentré en France, etc. Enfin, c'est toute une saga familiale qui a commencé par un ensemble de nouvelles que Célestine Vaïté a cousus ensemble, on pourrait dire. Oui. Et ça fait tout un espèce de paysage familial qui est tout à fait drôle et passionnant. Et que vous avez traduit dans une langue qui est le français, mais qui en même temps arrive à avoir un parfum, une saveur, un goût de polynésien. Ça ne devait pas être évident, ça. Ben, c'était relativement facile dans la mesure où je vis ici depuis quand même pas mal de temps. Je suis marié à une Tahitienne et j'ai l'habitude d'entendre parler ma femme et mes enfants dans cette espèce de français qui est légèrement créolisé, si vous voulez. Et c'est pas tellement au plan de la langue que j'ai eu du mal. C'est le fait que tout ce qui était, pas tout, mais une grande partie de ce qui était drôle dans les livres de Célestine, c'est qu'elle elle utilisait en anglais des formules françaises ou tahitiennes. Et elle le faisait de façon un peu naïve, un peu fraîche, qui déclenche le rire automatiquement. Par exemple, en anglais, pour dire quand les poules auront des dents, elle traduisait littéralement « when chicken have teeth », ce qui en anglais ne veut rien dire. Mais dans le contexte, un, c'était compréhensible, et deux, ça faisait rire le lecteur. Seulement moi, si je traduis « when chicken have teeth » littéralement, ça veut dire quand les poules auront des dents, ce qui ne fait rire personne en français. Ouais. Donc il fallait que je trouve un équivalent à cette humeur d'humour, ok? Et la façon dont je m'en suis tiré, avec l'accord de Célestine, puisque nous avons travaillé ensemble entièrement sur le premier manuscrit, c'était d'essayer de restituer cette langue franco-tahitienne un petit peu décalée, avec des expressions, toutes ces expressions tahitiennes que tout le monde emploie ici, comme few, comme Yaorana, etc., comme Otiroa et compagnie. Et ça, je pense qu'on a bien réussi ça avec Célestine. C'est un livre qu'il faut soit lire si on ne l'a pas lu, soit relire, parce que c'est vrai qu'il déclenche le rire. Et en ce moment,
on est tout seul et on lit un livre et on se met à rire, en ce moment, c'est pas si évident que ça. Vous voulez qu'on arrête? Ouais. Bon. Bon. Donc, en fait, qu'est-ce que vous voulez dire pour qu'on lise au moins déjà les 3 livres dont on a parlé, puisque en fait, on arrive au bout du temps qui nous est donné, et peut-être un petit mot sur Souvarov. Oui, il faut lire L'Arbre à pain parce que je pense que c'est une image de Tahiti dans les années 70, une image très fidèle. Moi, je pense qu'on aurait dû en faire, de ce livre, on aurait dû en faire un feuilleton, de ces feuilletons familiales qu'on voit à la télé. Parce que chaque chapitre correspond à une scène où il y a un drame. Hein? Chaque chapitre correspond à un événement familial. Et ça c'est très très bien vu. Je pense que de ce point de vue-là, Célestine est vraiment un écrivain. Il y a un autre livre dont on n'a pas parlé, dont j'aimerais faire la publicité, c'est La panne sèche de Norman Hall. James Norman Hall. C'est un livre dont, je ne sais pas si vous vous souvenez de Sandy Winkler, le fondateur de la galerie Winkler, qui a pris sa retraite à Raiatea, que j'ai rencontré comme ça. Il m'a dit, tu traduis les livres, traduis le No More Gas de Norman Hall. Et je dis, c'est quoi? Il me l'a donné et je l'ai traduit, et c'est un livre qui fait une image, qui donne une image de Tahiti dans les années 30, qui à la fois est tout à fait exacte, je pense, et en même temps d'une drôlerie incroyable. C'est très très drôle. En français, donc, Panne sèche de Norman Hall. Ça, pour moi, ces livres-là resteront. Panne sèche, L'Arbre à pain, ce sont des classiques. Absolument. Non pas parce que je les ai traduits, mais parce qu'ils valaient le coup d'être traduits. Et le troisième auteur, c'est Robert Dean Frisby, dont j'ai déjà traduit Un âge d'or aux éditions Oura. Un âge d'or raconte le Tahiti des années 1920-1923. C'est datable. Il l'a écrit, il l'a publié en 1937. Et c'est de lui que cette année sort aussi aux éditions Oura ce livre qui s'appelle Souvarov et qui raconte un cyclone qu'il a subi avec ses 4 enfants alors qu'ils étaient pratiquement seuls sur l'atoll de Souvarov qui se trouve dans le nord des Cook. Et c'est un livre assez étonnant, un papa tout seul avec... Et attention, ce sont des enfants, l'aîné a 12 ans et la plus petite a 5-6 ans, je crois. Et l'ambiance, la confiance qui règne entre ce père et ses enfants, qui sont demi là. La maman était originaire de Puka Puka dans les Cook. Et elle est décédée récemment de tuberculose. Et il emmène ses 4 gosses pour les emmener à Rarotonga, je crois. Bref, en chemin, il se retrouve à Souvarov et il décide d'y passer quelque temps avant que la goélette ne les reprenne. Et arrive un cyclone. Et ce livre est le récit de ce cyclone, c'est quelque chose à couper le souffle. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Henri. Et puis, continuez à travailler de cette manière, c'est bien agréable. Je viens d'en traduire un autre de Frisby qui s'appelle Puka Puka. Bon. Je ne sais pas si on va l'éditer, mais on va essayer parce que c'est un très beau livre qui est illustré avec des bois gravés splendides. Voilà. Écoutez, je vous souhaite qu'il sorte à son tour. Merci Marie-Noël. Merci à lire en Polynésie. Yorana tout le monde.